Smart Bourse vous est présenté par Tikeo Capital. C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, une semaine de consolidation à plat pour les indices actions et notamment les actions européennes qui offrent à nouveau une belle résistance dans un environnement complexe avec un sujet d'inflation qui reste toujours au cœur de l'attention des investisseurs. Néanmoins, c'est une semaine de rebond pour les actions européennes. Le Stoxx 600 aura repris un peu plus de 1% et on notera toujours la surperformance de certains marchés boursiers en Europe, comme le marché parisien et le CAC 40 qui aura repris, lui, 2% et un peu plus, même peut-être sur l'ensemble de la semaine, sans toutefois marquer de nouveaux sommets historiques, même si on n'en est pas très loin, autour de 7350 points pour l'indice CAC 40 à Paris, consolidation à plat, donc sur fond de correction obligataire qui s'est encore accélérée cette semaine avec un certain nombre de données d'inflation et notamment en zone euro qui montrent que le processus désinflationniste en Europe n'a peut-être pas encore commencé. Ce sera évidemment le sujet à la une avec nos invités de Planète Marché dans un instant. On marque donc de nouveaux sommets sur la courbe des taux en Europe, sur les taux à 10 ans. On a pu observer un 10 ans allemand à plus de 2,75%, le 10 ans français à plus de 3,20% et puis la partie américaine également a corrigé avec des enquêtes d'activité. On l'a vu encore avec l'ISM Service cet après-midi qui montre toujours cette résilience, cette résistance de l'économie américaine. Ainsi, on a vu un taux à 2 ans aux États-Unis qui s'est approché des 5% et une partie longue à partir de 10 ans qui offre des rendements désormais supérieurs à 4%. Voilà pour le paysage donc de cette fin de semaine. Discussion à suivre avec nos invités en plateau. Et puis dans le dernier quart d'heure, comme une fois par mois, le premier vendredi du mois, nous retrouvons les équipes de Clartan Associés pour un cas d'analyse fondamentale. Le cas du jour sera celui de la société suédoise Munters, spécialiste du traitement de l'air à usage industriel. Et c'est Nikolai Marinov, gérant chez Clartan, qui sera avec nous à partir de 17h45 en plateau. Mais d'abord, les infos clés de marché, tendance, mon ami, chaque soir à 17h en direct dans Smart Bourse sur Bismart avec une logique de consolidation, mais une consolidation à plat, notamment pour les actions européennes qui afficheront un bilan hebdomadaire positif. Le résumé du jour avec Pauline Gratel. La tendance est au rebond aujourd'hui à la Bourse de Paris qui progresse pour presque effacer ses pertes de la semaine passée et qui se rapproche même de ses plus hauts historiques malgré des taux qui marquent de nouveaux sommets en zone euro. Un rebond appuyé notamment par la croissance des services en zone euro et plus largement par de bons indicateurs macroéconomiques que ce soit en Europe ou en Chine. On a donc découvert dans la matinée les indices PMI d'activité dans les services en zone euro notamment. En zone euro, la croissance du secteur des services est à son plus haut depuis 8 mois avec une reprise de l'activité des entreprises de la zone. L'indice PMI assuré par S&P Global atteint 52,7 points en février, tandis que l'indice était en zone de stagnation depuis janvier. En France, plus précisément, l'activité du secteur des services a aussi repris des couleurs après 3 mois de baisse consécutive. L'heure est au rebond. L'indice s'établit donc à 53,1 points, au plus haut depuis le mois de juillet dernier. Toujours en France, la production industrielle a baissé de 1,9% sur un mois en janvier, après une hausse de 1,5% en décembre, a annoncé l'INSEE ce matin. Du côté de la Chine, l'expansion de l'activité dans les services s'est poursuivie le mois dernier, avec un indice PMI des services à 55 points contre 52,9 en janvier, selon Caixin et S&P Global. Quant aux valeurs à suivre aujourd'hui, Bonduelle a annoncé un chiffre d'affaires de 1,24 milliard d'euros au premier semestre 2022-2023. Le groupe a également confirmé ses objectifs de croissance des revenus et de la rentabilité. Bonduelle est en hausse aujourd'hui.
On note aussi la forte hausse de CGG, parmi les plus fortes du SBF 120. Le groupe de services de géophysique pour l'industrie pétrolière et gazière a présenté des comptes annuels positifs, avec notamment un bénéfice net de 43 millions de dollars en 2022. Et puis, pour finir, Stellantis, également dans le vert aujourd'hui. RBC a relevé l'entreprise de performance en ligne à surperformance dans le sillage des résultats du groupe qui a dégagé un bénéfice net de 16,8 milliards d'euros, soit une hausse de 26% pour un chiffre d'affaires net de 179,6 milliards d'euros, en hausse, lui, de 18%. Tendance, mon ami, chaque jour à 17h, en direct, les infos clés de marché avec Pauline Gratel qui nous accompagnait aujourd'hui. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Igor Dema, qui est avec nous ce soir, directeur associé chez Vital Épargne. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Nicolas Gottsman de nous accompagner également. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Responsable de la stratégie macro à la financière de la Cité. Et Sébastien Paris-Sorvitz avec nous également au plateau. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur de la recherche de la Banque Postale Asset Management. Obsession des inflations. Donc ça reste le sujet à la une avec au mieux un ralentissement du processus désinflationniste aux États-Unis, observé sur ce début d'année 2023, et au pire, un processus de désinflation qui n'a peut-être pas encore commencé en zone euro, quand on voit notamment la réaccélération de l'inflation cœur depuis 3 mois, qui s'était stabilisée autour de 5% sur un an en octobre et novembre, qui est repassé à 5,2 en décembre, 5,3 en janvier et 5,6% donc désormais pour la dernière marque estimée cette semaine pour le mois de février, qui marque un nouveau plus haut et encore une fois une accélération de la progression de l'inflation cœur près de 9 mois après la première hausse de taux de la Banque Centrale Européenne. Est-ce qu'il y a matière à être inquiet de cette situation, Sébastien ? Bien sûr qu'il faut être inquiet. Moi et nous, on est inquiets depuis pas mal de temps sur l'inflation. Rappelez-vous, c'est-à-dire que l'histoire nous raconte que l'inflation est passée d'être temporaire, qui n'était pas un danger, et surtout le fait que la réaction ou la seule arme qu'on a, on en a deux, mais celle qu'on utilise toujours, c'est la politique monétaire. Les banquiers centraux, non seulement en Europe, mais aux États-Unis, c'était plutôt eux qui menaient la course en tête en disant il faut rien faire, tout va rentrer dans l'ordre. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une situation où effectivement on a peur de voir cette inflation continuer à progresser, et notamment en Europe. On n'a toujours pas vu le pic, comme on dit, d'inflation pour ce qui est de l'inflation cœur. Il y a les facteurs les plus volatiles, et notamment l'énergie, et essentiellement l'énergie, qui aujourd'hui joue en notre faveur, et qui est un facteur qui est positif et qui, paradoxalement, peut alimenter plus d'inflation. Pourquoi ? Parce que on vient d'avoir un choc, comme on dit, d'offres positifs, parce que le prix du gaz s'est effondré, ça nous donne un petit peu de pouvoir d'achat, et ça permet d'utiliser cet argent pour acheter autre chose. Et peut-être une partie de ça, on le retrouve dans certains biens qui continuent à progresser. Et la problématique, et tout le monde a ce problème, c'est que c'est quoi le modèle ? Comment on réfléchit à cette situation aujourd'hui et qu'est-ce que est la dynamique d'inflation pour l'avenir ? Et vous voyez, si on part de ceux qui décident, ceux qui peuvent ou pas calmer, si on est convaincu que c'est la politique monétaire qui est l'arme contre l'inflation, aujourd'hui, il y a très peu, les banquiers centraux pensaient qu'il était prudent de faire une pause, de plus monter les taux, car le diagnostic, c'est que la dynamique d'inflation était assez porteuse. On voyait des éléments, des signes de désinflation, notamment aux États-Unis. Et on voit que ce n'est pas vraiment le cas, y compris aux États-Unis. Même la très grande force qu'on voyait de désinflation chez les biens n'est plus là. En tous les cas, elle est moins forte. Ouais, voilà, l'inflation des biens, elle est revenue, elle est rentrée quand même dans le tube. Non, pas. Et justement, c'est ce qu'on pensait. Et le problème, c'est que on a des effets favorables, des effets de base, parce qu'on a vu des hausses très fortes sur un certain nombre de biens. On le voit sur les voitures d'occasion, notamment aux États-Unis. Il y a plusieurs, dans plusieurs domaines, il y a beaucoup de gens qui ont voulu décortiquer chaque élément d'inflation. Et le problème, c'est qu'on a un problème macroéconomique. Est-ce que le diagnostic est qu'on a des économies qui sont restées un peu en surchauffe et on n'arrive pas à les calmer,
D'où dans la jauge qu'on utilise, c'est le taux de chômage qui reste extrêmement faible. C'est vrai que c'est une variable retardée et on voit de la faiblesse quand même, même si on nous disait qu'il y a des signes de mieux dans le secteur manufacturier, ça reste très faible. Donc ce modèle n'existe pas. Et les banquiers centraux aujourd'hui, certains commencent à dire ah non, il va falloir aller plus haut. Aujourd'hui, le président de la Banque de Belgique dit peut-être c'est 4%, parce que l'inflation est là. Alors 4%, le marché y est quasiment. Oui. Le marché y est, il y a beaucoup qui sont montés. Nous, on était très haut pendant très longtemps, on nous a rattrapé. Et le plus important, c'est pas ça en fait, c'est combien de temps on reste tout en haut. Et combien d'efforts, de restrictions il faut pour calmer tout ça. Et en fait, on n'en sait rien. Et plus on avance, plus on a l'impression de reculer un mur qu'on va se payer. Et ce mur, évidemment, ce qu'on voulait, c'est qu'il soit assez petit pour qu'on puisse passer dessus. Donc, c'était l'histoire du soft landing, cet atterrissage en douceur. Ça a l'air d'être moins probable. Et donc, plus on repousse, c'est une bonne nouvelle et c'est normal. Les bourses en profitent. Et les taux... On y viendra, l'impact de marché, bien sûr. Et donc, on est dans ces instituts. Nous, pour l'instant... c'est comme celui qui saute du 17e étage. Pour l'instant, ça va. Et c'est vrai qu'on voit bien que la prise de risque est toujours présente parce que l'inflation est un poison néfaste pour tout le monde, surtout pour les obliques. Pour les actions, on le voit, et notamment en Europe, il y a des éléments de flux, on en discutera peut-être. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a raison de s'en inquiéter. Il ne faut pas paniquer non plus, mais c'est un poison qui risque d'être avec nous à un certain temps. Nicolas, sur la zone euro spécifiquement, encore une fois, les chiffres de la semaine ont été durs et sont durs pour la Banque Centrale Européenne, quand bien même Christine Lagarde, en décembre, nous disait que le pic était encore à venir, et on le voit d'ailleurs sur l'inflation cœur. 9 mois après la première hausse de taux de la BCE, de voir une inflation cœur non seulement qui n'a pas marqué son pic, mais qui accélère encore. Est-ce que c'est normal ou est-ce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la transmission de la politique monétaire aujourd'hui en zone euro, Nicolas ? Le premier point, ce qui est un peu, je trouve étonnant dans la réaction de marché, c'est que finalement, oui, les attentes, les publications ont été vraiment supérieures aux attentes, mais l'inquiétude qu'on pouvait avoir sur les chiffres du Q1, sur le HCP, elles étaient déjà là à la fin de l'année dernière. C'est-à-dire qu'on pouvait considérer fin de l'année dernière, étant donné les processus de formation des prix, notamment sur comment fonctionnent les entreprises, qu'il était possible qu'une partie de l'inflation 2022 soit mise en place au début de l'année 2023. Oui. Donc il y avait pas mal d'économistes en tout cas qui prévoyaient en tout cas d'avoir un Q1 qui soit de façon un peu pollué par ce genre de situation, tout en ayant des difficultés effectivement à mesurer vraiment la force. Donc on avait cette problématique-là qui existait en zone euro, et je pense que par contre, pour le coup, juste pour revenir sur les États-Unis, c'était quand même très intéressant de voir la séquence qui s'est passée, d'avoir un mois de janvier qui était... je pense vraiment marqué par cette histoire de ralentissement, de montrer, notamment par ce que disait le gouverneur Waller et Lael Brainard, il y a eu 2 discours qui étaient importants qui sont succédés à un jour d'intervalle au mois de janvier et qui montraient effectivement par des indicateurs et de façon assez convaincante qu'on avait effectivement un ralentissement qui était en place dans l'économie américaine. Et on a eu un discours de Waller hier. Ouais. Qui était assez étonnant et assez formulé de façon assez amusante et qui montrait... Alors le 1er février, on a déjà eu la publication des emplois qui étaient offerts à la population américaine, avec une hausse de 6% sur un seul mois. Ensuite, 2 jours après, on avait la publication de l'emploi américain qui, alors qu'on avait une tendance baissière depuis 6 mois, qui faisait passer la moyenne 3 mois à peu près en dessous de 300 000 créations d'emplois, ce qui était en fait exactement ce que la Fed cherchait à faire. Et d'un coup, on se retrouve avec un chiffre qui était supérieur à 500 000, d'avoir des révisions substantielles. Et après, le 14 février, on a eu les chiffres du CPI. Et alors là, absolument, catastrophe absolue, c'est-à-dire que le BLS a produit des révisions de correction de variations saisonnières qui sont historiquement élevées. Tout ça pour en arriver, en fait, d'avoir ce qu'on estimait avoir en 3 mois annualisés sur les 3 derniers mois de 2022. On pensait avoir un core CPI qui était à 3,1. Et on passe au-dessus, on est à 4,3 maintenant. Donc en fait, on augmente très considérablement la mesure d'inflation. Et ça veut dire que ça change totalement le narratif. C'est-à-dire que, encore une fois, mais comme c'est le cas d'ailleurs depuis le début de la pandémie, c'est que systématiquement, les statistiques qui sont sorties sont révisées à la hausse. Et en fait, on sous-estime de façon structurelle la puissance de l'économie américaine. Donc c'est encore le cas aujourd'hui. Et donc,
la problématique qu'il y a, qui a été d'ailleurs encore une fois assez bien décrite par Waller hier, c'est-à-dire que on a des choses qui sont quand même étonnamment très très élevées pour le mois de janvier aux États-Unis. Si je regarde par exemple simplement la consommation des ménages aux États-Unis, en rythme annualisé sur un mois, c'est plus 23%. C'est absolument gigantesque. Bien sûr. Donc dans ce type de situation, soit on a eu des problématiques sur les données en janvier, mais ce qui paraît apparemment de moins en moins probable, et totalement, quand on regarde justement la publication aujourd'hui de l'ISM, de montrer qu'effectivement l'économie américaine est plus forte que prévu. Et dans ce cas-là, ils vont devoir réviser leur scénario et éventuellement monter les taux un peu plus que ce qu'ils avaient imaginé auparavant. Je ne pense pas qu'on ira non plus à des niveaux stratosphériques, mais peut-être plus élevés que ce qu'on pouvait imaginer jusqu'à présent. Mais encore une fois, ce n'est pas forcément une situation qui soit si défavorable que ça. D'une part, ça veut dire que l'économie américaine est plus forte qu'on l'imaginait. Oui, bien sûr, c'est toujours le revers de la médaille. C'est la résilience et la force, les poches de force qu'on a dans ces économies aux États-Unis et en Europe. C'est ça, donc c'est la vitalité de l'économie américaine qui produit ça. En Europe, c'est un petit peu différent, parce qu'en Europe, on a effectivement une amélioration qui est sensible de la situation, mais cela, c'est pas forcément dû à... c'est simplement une situation qui s'inverse sur les craintes qu'on pouvait avoir sur la situation énergétique. Alors certes, par contre, quand on regarde la situation énergétique, certes, on a une décélération assez sensible en pourcentage annuel de l'inflation énergie, mais quand on regarde l'indice énergie lui-même, il est encore plus de 50% plus élevé que ce qu'il était avant crise. C'est-à-dire que ce coût-là, il apparaît quand même aussi pour les consommateurs. En termes alimentaires, c'est exactement la même chose. Et je pense qu'on a aussi, et là c'est quelque chose qui est quand même assez étonnant, parce que ça a été révélé hier par Reuters, c'est que les gens de la BCE il y a une présentation qui leur a été faite en Finlande il y a quelques jours, qui montrait qu'il y avait vraiment une problématique sur les taux de marge qu'on avait dans les entreprises européennes, et de se rendre compte simplement que le taux de marge peut être augmenté plus rapidement que le coût des intrants de production des entreprises. Et que là, on a un problème. C'est une spirale prix-marge. Non, prix. Prix, oui, c'est ça. Prix-marge, prix-profit, quoi. Et c'est une situation qui avait été également pointée par la Brainard au mois de janvier dernier, également aux États-Unis. Et donc là, on a vraiment une problématique qui est en train de s'installer, parce que c'est plus une dynamique qui est entraînée par les salaires, mais simplement par les hausses de prix des entreprises qui, de concert, en fait, comme elles ont la certitude qu'elles veulent augmenter leur marge, que leurs concurrents vont vouloir augmenter leur marge, que cette situation est aussi une opportunité pour pouvoir continuer à le faire. C'est l'esprit inflationniste qui se généralise dans la fonction de réaction des entreprises. Et quand on décompose le déflateur du PIB, on peut se rendre compte d'ailleurs que le principal driver de l'inflation qu'on a dans le déflateur, ce sont les marges et non pas les salaires. Igor, votre lecture de l'inflation et l'idée que le sprint se transforme en marathon et que, effectivement, on ne va pas échapper de si vite à l'idée d'une inflation qui s'est installée peut-être pour encore plus longtemps que ce qu'on imaginait. Oui, parce que en fait, l'inflation, on l'analyse souvent uniquement comme une perception monétaire. On rend les liquidités plus chères, on les retire, et donc ça fait immédiatement effet. Et en fait, l'inflation n'est pas uniquement monétaire, on vient d'en parler, elle est aussi psychologique, dans les anticipations. Donc un consommateur ou un chef d'entreprise, il ne regarde pas la politique de la Banque centrale, il se dit si les prix augmentent, qu'est-ce qu'il faut que je commande maintenant, quel est mon carnet de commandes. Et donc ce deuxième facteur, il est beaucoup plus difficilement maîtrisable. Puisqu'en plus, on en parlera, on est rentré dans un capitalisme numérisé de plateformes et d'organisation de la pénurie. On voit dans des secteurs comme l'automobile, le luxe, où en fait il faut faire la queue. C'est maintenant la norme de consommation, c'est le fear of missing out. C'est je vais risquer de perdre quelque chose, et c'est ça qui motive l'achat. Et donc ces deux facteurs là sont en train de jouer, je dirais l'un contre l'autre. Le facteur monétaire, on le comprend bien, le facteur psychologique. Alors il ne faut pas non plus oublier l'histoire. L'histoire, c'est la grande poussée d'inflation dans les années 70, qui est la dernière période d'inflation que les pays occidentaux ont connue. Il y a eu deux pics. Donc il y a eu le premier pic, et puis donc c'est un mouvement d'ampleur qu'on est en train de vivre. On ne reviendra pas au régime d'avant. On ne reviendra pas au régime de baisse des taux. Les mouvements de baisse et de hausse de taux, ça dure 20, 30 ans. Peut-être 10 ans pour les plus courts, mais c'est des mouvements qui sont très amples. Donc là, on est dans l'analyse au mois le mois, avec des composants. Par exemple, en France, quand on a enlevé les mécanismes d'aide sur l'essence, ça a refait monter l'inflation. Alors qu'on en avait moins par rapport à d'autres pays européens. Donc il y a énormément de facteurs qui jouent. Et le dernier facteur, c'est vrai que les entreprises, je pense, ont vu un effet d'aubaine. Et comme le carnet de commandes, globalement, est très bien rempli, parce qu'on a organisé la pénurie avec la fermeture des économies pendant le Covid, elles peuvent augmenter les prix parce qu'il y a de la demande. Tant qu'il y a de la demande, on peut augmenter les prix. Après, il y a une asymptote. Pas augmenter les prix des biens et des services ad vitam, mais les gens ont repoussé leurs voyages, leurs achats d'automobiles. Vous voyez le prix moyen de l'automobile aujourd'hui, par le biais des subventions sur l'électrique, tous les constructeurs
ont augmenté les prix. Et l'automobile devient quasiment un produit de luxe aujourd'hui. Ouais. Et donc, il y a une économie mondiale qui s'étire entre les gens qui arrivent à avoir une capacité de prix, qui n'ont pas géré de stock, qui en fait prennent les commandes des clients. C'est très très visible dans l'industrie de la voiture de luxe, bien sûr. Qui préfinancent en fait les premières productions avec les commandes. Et donc ça a effectivement trait au coût de l'argent. C'est-à-dire, comme l'argent coûte très cher, de plus en plus cher, le stock coûte très cher, donc on est obligé de réorganiser sa logistique. Et les entreprises avaient déjà été confrontées à des difficultés de logistique avec le Covid. Donc, en discutant avec certaines entreprises dans la construction, c'était une grande répétition. C'est-à-dire qu'elles ont vu les écueils d'avoir beaucoup de stock. Ça a été un stress test gigantesque en temps réel. Et n'oublions pas quand même qu'il y a une demi-crise frumentaire avec l'accord céréalier à renouveler sur le port d'Odessa. Enfin, il y a beaucoup de choses qui militent pour que les prix continuent à être assez élevés sur beaucoup de denrées, assez cœur, que ce soit l'énergie, l'alimentaire, etc. Dans ce contexte, Sébastien, qu'est-ce que la politique monétaire peut faire de plus ? Aux États-Unis, on va avoir des taux directeurs qui sont au-delà de l'inflation cœur. Désormais, le corps PCE est à 4,7. On va être au-delà sur les prochains meetings en termes de taux directeurs aux États-Unis. Déjà, historiquement, c'est quand même déjà un niveau qui, normalement, plaide pour qu'on puisse voir un phénomène désinflationniste se poursuivre devant nous. Donc, est-ce que ce sera le cas ? Est-ce qu'on mise là-dessus ? Est-ce qu'il faut faire reposer tout le poids de la lutte contre l'inflation sur les épaules des banques centrales, ou est-ce qu'il y a quand même d'autres leviers qu'on peut potentiellement actionner ? Bien sûr qu'il y a d'autres leviers. Ils ont tous les cas de politique, c'est la politique budgétaire. D'ailleurs, en Europe, c'est un des sujets qui n'est pas facile, c'est que devant les chocs très négatifs qu'on a subis, on a subi le Covid, et puis après on a eu la guerre et avec la hausse des prix de l'énergie, et on a eu ce nouveau bouclier mis en place. On est revenu au quoi qu'il en coûte, et donc on a accumulé des nouveaux déficits, et on a mis beaucoup d'argent pour soutenir nos économies. Et maintenant que le prix a baissé, on a un petit effet d'aubaine pour les budgets. Il n'empêche qu'on a des niveaux de dette très élevés. Et certains pays, dont la France, on a des niveaux, des déficits très importants. Monsieur le maire est en train de regarder et essayer de voir, d'être très vigilant, je crois, c'est sur les finances publiques. Il n'empêche que toutes les projections nous disent qu'on va avoir 5 points de PIB pendant un certain temps de déficit. Et c'est un problème, évidemment. C'est un problème, surtout que si on est dans le cas où on va maintenir des taux plus élevés, c'est-à-dire le paradigme du passé où les taux devaient rester très bas, c'est plus le même aujourd'hui. Évidemment, on va avoir un problème, à moins de lâcher l'inflation. Et donc, à ce moment-là, on a l'inflation qui nous aide au niveau budgétaire. Donc, la réponse, Grégoire, en fait, on ne la connaît pas. La seule chose, quand on a des politiques monétaires qui sont dependent, comme on dit, dépendent des données, donc au jour le jour, et donc, on est surpris un jour, on n'est plus surpris l'autre, et puis après, on est surpris. C'est très difficile de donner un ancrage. Et assez vite, on est dans cette peur des hauteurs. Vous avez raison. La politique monétaire, on l'a appris il y a longtemps, c'est pas elle qui peut tout gérer. Mais elle a un objectif très simple. C'est en gérant la demande par la quantité de monnaie qu'on influe, on joue sur la psychologie. La psychologie, c'est cet élément qu'on a introduit en économie, on l'a modélisé, etc., complexe, mais ça veut dire exactement ce que vous disiez, c'est la psychologie, c'est les anticipations. Et comment on maintient ces anticipations bien ancrées, c'est en faisant le job, c'est que, attention, à aucun moment, l'inflation va démarrer, à aucun moment, on va laisser la demande aller trop vite par rapport à ce qu'on peut produire. Et donc, à ce moment-là, les anticipations restent ancrées. Et le danger, sur votre question, Grégoire, c'est que, et c'est le danger pour la BCE, et tout le monde a peur, si on ne va pas assez haut, si on ne limite pas assez la demande, si on n'arrête pas ce jeu qui fait que c'est pas la compétition, c'est que, non, il y a la psychologie, je monte les prix, le voisin les monte, etc., tous les pays, les émergents, nous, sûr. Ça peut durer très longtemps comme ça. Et ces jeux, il faut que quelqu'un l'arrête. Et donc, et ça peut rester pendant un certain temps. Donc, les taux iront plus haut tant que l'inflation sera là. Et à un moment donné, soit il y a quelqu'un, la Volcker, qui devient très méchant et parce qu'on n'a pas réussi à calmer tout ça, et le mur est là, on s'écrabouille,
la demande baisse assez fortement, et à ce moment-là, on réancre les choses. Aujourd'hui, il n'y a pas de Volcker, on est tous à regarder au jour le jour quelque chose qui est très complexe, on s'aperçoit qui est complexe, quelque chose s'est réveillé, très difficile à traiter. Mais encore une fois, on est sorti de ce paradigme qui était trivial. On a la démographie, la globalisation, beaucoup de choses qui étaient pour que l'inflation reste faible et on devait avoir des taux d'intérêt faibles. Est-ce que le monde d'après est différent? On n'a même pas parlé de la géopolitique. Il y a tellement de problèmes difficiles aujourd'hui à gérer. Mais le vrai problème aujourd'hui, nous, on donne une réponse de lâche. C'est-à-dire, c'est vrai que là, on est très haut sur les taux. Est-ce qu'on peut aller plus haut? Est-ce que les taux réels, l'inflation va descendre assez vite pour qu'il y ait un taux réel aux États-Unis? Si la Fed va à 6, est-ce que l'inflation va baisser assez vite pour avoir un taux réel très fort, tel que la demande va baisser très vite? On n'en sait pas, mais ça peut aller beaucoup plus haut. Si on n'arrive pas à calmer ce jeu psychologique, cette dynamique qui s'est installée, ça va être compliqué. À court terme, je pense que tout le monde voit que ça y est, on n'a jamais été aussi près du sommet, parce qu'on a fait beaucoup. Oui. Mais en même temps, aux États-Unis, oui. Mais même ici, on a quand même fait beaucoup. Ce que vous disiez tout à l'heure, Grégoire. En Europe, on a des dettes, on a des niveaux de déficit très élevés. C'est vous. Mais est-ce qu'il y a d'autres leviers? Nous, on a fait beaucoup. Nous-mêmes, on pensait que la BCE ne pouvait pas aller trop haut. Et pourquoi? Parce que notre histoire, c'est qu'il y a de la casse. Coup de bol, là, il n'y en a pas. Coup de bol, j'en sais rien. Enfin, le risque souverain, par exemple, totalement absent de la séquence. Est-ce que c'est coup de bol ou est-ce que c'est que finalement, il y a une force dans des économies, y compris comme l'Italie, je sais pas, ils sortent 3,8 de croissance en 2022, c'est quand même un peu au-delà de la zone euro. Il y a de l'investissement aujourd'hui en Italie, malgré une élection qui a fait frémir un peu tout le monde l'an dernier. Si on a réussi à mutualiser les choses, les Italiens, c'est des sportifs de très haut niveau concernant la dette. Ils ont vécu avec de la dette très longtemps. C'est des gens qui ont réussi à avoir de gérer leurs finances publiques avec des taux réels très élevés, de dégager des déficits, des excédents absolument dingues. Donc c'est des gens très bien entraînés. Nous, on est beaucoup moins bien entraînés. Et on a eu, et vous avez raison, on a eu un épisode récent où il y a eu les fameux bombes vigilantes qui sont arrivés dire au Royaume-Uni, attention, là, on ne peut pas faire ça. Nous, pour l'instant, non. Et de fait, il y a des flux de tombereaux d'argent qui arrivent chez nous pour s'investir sur nos actions, sur les boîtes plus classiques, sur le luxe, etc. Et nous, on est aujourd'hui, les rois n'ont pas du pétrole, mais des idées qui arriveront à tirer nos épingles du jeu. Pour l'instant, ce moment n'est pas encore arrivé où, effectivement, on va trop haut. Et en plus, on se paye une crise à nouveau au niveau des finances publiques. Pour l'instant, on ne la voit pas. On a de l'inflation, c'est bien. Nicolas, je reprends ma question. 9 mois après la première hausse de taux en zone euro, est-ce que c'est normal d'avoir encore cette accélération de l'inflation cœur? Et est-ce que ça ne pose pas la question de la transmission de la politique monétaire à ce stade? Oui et non, parce que quand on regarde l'inflation, effectivement, ça augmente. Quand on regarde le niveau d'activité, je ne suis pas tout à fait sûr. Si je prends une série de données, alors déjà d'une, on va avoir la semaine prochaine, on va avoir l'application de la deuxième estimation du PIB de la zone euro qui sera publiée la semaine prochaine. On a déjà eu, sur les 10 derniers jours, la révision de l'Irlande. C'était pas plus. En fait, la première estimation, plus 3,5. Deuxième estimation, plus 0,3. Ça fait déjà une petite correction. Allemagne, c'était moins 0,2. En fait, c'est moins 0,4. Si j'applique uniquement ces deux révisions, la zone euro, c'est plus 0,1 comme ça a été publié. Ce sera moins 0,1. D'accord. Donc déjà, on a déjà ça. Ensuite, quand je regarde les heures travaillées, déjà au troisième trimestre 2022, on était déjà en baisse de 0,2% sur le trimestre. On avait des créations d'emplois, mais avec moins d'heures travaillées. Si je regarde l'Allemagne, par exemple, le niveau d'activité, la création d'emplois. Alors on se dit, en Allemagne, c'est formidable. On a créé 600 000 emplois depuis 2019. Le chiffre exact, c'est 577 000. Dans l'emploi public, c'est 565 000. 98% des emplois créés en Allemagne, c'est l'emploi public. Si je regarde le secteur privé, c'est une destruction nette de 330 millions d'heures travaillées. Donc en fait, le secteur privé allemand est plus ou moins en récession de ce côté-là depuis fin 2019. Si je regarde la France, 60% des emplois créés sont les emplois d'apprentissage, donc c'est-à-dire sur les 15-24 ans. Donc on a pas mal d'éléments qui nous montrent que finalement le niveau d'activité en zone euro n'est pas aussi formidable que ça. Et du coup, ça donne effectivement des difficultés à comprendre quels sont les moteurs réels de l'inflation qui pourraient être intérieurs en zone euro. Pour moi, cela invalide d'ailleurs ce scénario qui est celui de la BCE.
Et donc ça rend la lecture d'autant plus compliquée. Et quand je regarde notamment simplement le PIB core, c'est-à-dire la consommation plus l'investissement, par rapport à 2019, aux États-Unis, c'est plus 7%. Si je regarde la zone euro, on est encore en territoire négatif. On est à moins 0,1 ou moins 0,2. On verra pour les publications du T4, mais sans doute qu'on va s'enfoncer un petit peu plus. C'est-à-dire encore une fois, on n'a pas du tout un niveau qui est supérieur à celui qu'on avait il y a 3 ans. Donc il paraît difficile de comprendre comment une demande qui est celle d'il y a 3 ans pourrait produire autant d'inflation. Eh ben, ça veut dire qu'on a soit deux phénomènes. Parce qu'il y a encore une offre très contrainte. Il y a un écart entre la demande de 2019, au niveau de 2019, et une offre qui est encore très contrainte. Alors, on a ça, ou alors on a effectivement cette histoire de marge qui commence à peser assez sensiblement également, et on a évidemment cette problématique des prix importés qu'on a principalement sur l'énergie en Europe, et le poids de l'énergie dans la construction de l'inflation en Europe est beaucoup plus élevé que celui aux États-Unis, et la hausse a été également plus élevée. Si le sujet, c'est le sujet des marges des entreprises qui entretiennent ce phénomène inflationniste dans cet nouvel esprit de FOMO que vous décrivez, Igor, enfin, comment on règle le problème ? Comment on peut attendre d'une entreprise qu'elle décide d'elle-même de baisser ses marges ou de baisser ses prix ? Il faut qu'il y ait des fortes baisses de volume. Est-ce qu'on commence à observer ce genre de phénomène dans des secteurs qui ont pu profiter d'un pricing power un peu clandestin d'une certaine manière et qui se retrouveraient aujourd'hui dans l'incapacité de continuer dans ce mouvement-là ? Plusieurs secteurs ont affiché des résultats records en 2022. Donc, je crois que le message, globalement, c'est qu'il y a un peu plus de prudence sur 2023 sur justement l'impact volume. On est quand même toujours pris dans ce conflit qui, quand même, a des conséquences très importantes sur les chaînes de logistique et les matières premières. Donc, je pense que 2023, on va vraiment voir si c'est l'année de la désinflation ou du maintien des carnets de commandes. C'est vrai qu'aujourd'hui, les anticipations d'inflation sont revenues à leur moyenne pré-pandémie aux États-Unis. Donc, il n'y a pas non plus une crainte à moyen long terme sur la dérivation plus que le niveau actuel des inflations. En Europe, la situation est principalement focalisée sur l'énergie. C'est plus de 2/3 de la hausse des indices. Après, les entreprises font leur travail. Dès lors qu'elles perdront des parts de marché, elles baisseront les prix. Ça, c'est le jeu, entre guillemets, du capitalisme et de la concurrence. Mais pour l'instant, on ne voit pas une économie européenne. Alors, c'est vrai qu'on se gargarise à dire la situation n'est pas si pire, comme on dit en Savoie, mais honnêtement, on frôle la récession aussi. Donc, il ne faut pas non plus... non. Et puis, la micro et la macro... On se satisfait d'une médiocrité, CAC 40 qui sont mondialisées, c'est pas non plus les petites entreprises ou la fameuse boulangerie qui va pas payer sa facture d'électricité. Donc, faut être un petit peu raisonnable. Je pense dans les commentaires, on a évité la récession à coup de quand même effets budgétaires, boucliers, etc. On ne peut pas tenir cette politique ad vitam aeternam si les taux continuent à progresser. Et l'exemple de la France par rapport à l'Italie est criant, c'est que nous, on est structurellement en déficit jumeaux budgétaires, commerciaux. Donc il y a un moment où la situation anglaise, elle doit nous arriver d'une manière ou d'une autre, puisqu'on n'est pas capable de combler en fait le tonneau des Danaïdes, on le remplit, puis se vide un petit peu, puis en fait on n'arrive jamais à retrouver le niveau étal. Et donc c'est vrai que ça, c'est des problématiques qui sont moyen-long terme, mais qui vont se poser à un moment ou à un autre si on n'arrive pas à réenclencher un cycle de croissance mondiale. Parce que là, on ne peut pas dire que le rythme de croissance mondiale, il est au niveau mondial pré-pandémique, ou en tout cas une croissance synchrone dans tous les endroits du monde, au-dessus des niveaux ou au niveau des moyennes théoriques, nominales. Donc aujourd'hui, on a aussi un autre phénomène, c'est la Chine, Bien sûr. Qui représente certes 17-18% du PIB, mais sur certains secteurs, certaines matières premières, quasiment 40 à 50% des volumes traités. Donc c'est quand même le moteur le plus puissant du monde. Certes, les États-Unis, c'est un gros paquebot, gros camion, mais le moteur le plus puissant, quand il se remet à démarrer, c'est la Chine. Donc tout ça fait que pour l'instant... moi, je n'ai pas beaucoup d'espoir de voir les indices d'inflation retrouver des niveaux conformes peut-être au discours des marchés. D'où le risque, à mon avis, ces prochains mois sur un peu de déception. Les marchés ont pris beaucoup d'avance. Donc il y a peut-être un tempo plus négatif sur les marchés actions.
On reviendra sur les Oui, on en dira un mot spécifiquement, bien sûr. On est allé très vite, la situation n'est pas complètement rose non plus sur l'économie. Il y a une petite phase d'observation quand même qui paraît légitime. Si on se contente de 0,5% de croissance en France, ça c'est sûr que pour combler un déficit de 5% du PIB, on va mettre très 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 longtemps. La seule bonne nouvelle sur la question de l'inflation corps, parce que l'inflation corps est un problème, parce que justement elle est jugée comme étant plus persistante, et donc si plus persistante, elle est annonciatrice de l'inflation future. Oui, mais c'est un risque d'accélération de la hausse des salaires, quoi. Alors, mais par contre, justement, si jamais la cause principale identifiée est celle des marges, du coup, en fait, vous avez l'argument persistant qui est un peu renversé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une capitulation sur les marges, vous pouvez avoir une décélération qui est relativement rapide, même sur le corps. Du coup, ça peut inverser un peu, en tout cas, sur la construction de la hausse du corps. Si jamais on a quelque chose qui est effectivement du côté des prix, et que si jamais, on va dire, sur un secteur, il y a une boîte qui commence à vouloir baisser ses prix pour garder ses volumes, vous avez tout le monde qui va s'entraîner par la suite. Ensuite, je ne vous garantis pas ça pour demain. Oui, parce qu'il y a quand même pas mal de boîtes de secteur grande conso qui n'ont jamais pu monter leur prix de leur vie et qui vont peut-être résister à un moment à se dire que maintenant, il faut les rebaisser, quoi. Donc, ça peut et c'est notamment une des questions prendre du temps. Qui frappe le secteur alimentaire en ce moment. C'est qu'on a un secteur qui, historiquement, a des marges plutôt faibles et qui, là, effectivement, a sans doute une opportunité d'essayer de relever ses marges. C'est ce qui est en train de se produire, sans doute. Et ça, ce qui est quand même assez curieux, c'est une problématique qui a déjà été soulevée en mai 2022 par Isabelle Schnabel, qui est pourtant vraiment un des membres les plus hawkish de la BCE, qui montrait qu'il y avait véritablement un problème du côté dans le secteur alimentaire et que effectivement le taux de marge progressait plus vite que le coût de leurs intrants. Quand on regarde ensuite sur ce matin, on a la publication du FAO Index, c'est-à-dire le coût du prix de l'alimentation au niveau mondial. On a une baisse depuis mars 2022 qui est de 18%, alors qu'on voit encore des prix qui augmentent à un rythme. Sur les 3 mois annualisés en Europe, c'est 14%. Aux États-Unis, c'est 6%. C'est bien qu'il y a des logiques d'entreprise derrière. Il y a vraiment une problématique qui se passe dans ce secteur-là, oui. Ça, c'est clair. Qui fait la une tous les jours aujourd'hui en France. Sébastien, un petit mot de la Chine, effectivement, parce que le marché a anticipé là aussi beaucoup de choses à partir du moment où il y a eu l'annonce de la réouverture post-congrès. Il y aura des événements politiques importants ce week-end en Chine, mais est-ce qu'on arrive déjà à valider un peu macroéconomiquement la reprise chinoise? Est-ce qu'on peut mettre un peu de substance derrière les anticipations de marché qui ont fait s'envoler les prix des actions chinoises en fin d'année dernière? Alors le lien marché-économie, comme vous savez, est toujours compliqué. Là, il semblait trivial. Je pense que tous les économistes du monde, en regardant ce qui se passait en Chine, du moment où on a arrêté cette contrainte, parce qu'on l'a vécu nous-mêmes, la contrainte que empêcher les gens de bouger, de travailler, etc., on s'est dit forcément, il y aura une reprise. Et c'est ce qui se passe. On l'a vu dans les indices des PMI, y compris dans l'industrie. C'est plus lent, c'est normal, parce que c'est pas là où on attend tout de suite la reprise. C'est vraiment cette épargne qui a été accumulée, cette consommation refoulée qui est en train de booster l'économie chinoise. Donc, l'histoire de la reprise, je pense que ne pose pas de doute. C'est-à-dire qu'on aura une reprise forte. Nous, on a pas mal augmenté, révisé la croissance chinoise. Peut-être qu'il faut la réviser davantage. Parce on aura le chiffre officiel, normalement, ce week-end. Mais ce qui est important, c'est pour les marchés, c'est quoi demain? Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, on se dit, oui, il faut acheter là où il y a de la croissance. Et effectivement, cette économie, même s'elle est assez ouverte, elle est quand même... Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, et surtout cette économie a quand même réussi une transformation où la consommation joue un rôle important. Si vous prenez l'Internet, je ne parle pas de la technologie, parce que là, il y a des secteurs, mais même la transition énergétique, c'est très national. Donc, il y a plein d'endroits, il y a beaucoup d'entreprises, et c'est intéressant d'investir. Le problème que tout le monde a, et c'est la séquence, peut-être qui a été favorable à l'Europe, je veux dire pourquoi, c'est que tout le monde est parti sur la Chine. C'était ce qu'on a dit, on dit le trade très crowded, c'est-à-dire il y a trop de monde qui est allé chasser, peuplé, tout le monde est allé chasser la même chose, avec raison. D'abord parce que la Chine était devenue extrêmement pas chère et il fallait y aller. Une fois qu'on a eu cet élan très fort, on a tout battu, la Chine a battu tous les indices, on s'est pris une douche froide à cause de la géopolitique. Et par la politique de Xi. Xi avait dit la croissance, c'est la priorité. Il va sûrement le répéter, mais dans les faits, quand on voit ce qu'il fait, ça continue à inquiéter les gens. Ça continue à la façon dont il va gérer cette économie très centralisée. Elle a toujours été très centralisée, mais elle devient davantage. Et cette peur a fait qu'on a tout perdu.
Là, on regagne un Et petit de quoi peu. vous parlez? C'est quoi, l'affaire du ballon chinois spécifiquement? Ou c'est la position de la Chine vis-à-vis du conflit russo-ukrainien? D'abord, c'est Parce que c'est qu'est-ce pas qu'il y a eu de détail. nouveau sur le front géopolitique? Ça a l'air de pas changer, mais c'est le cycle chinois. Ça change peu à peu. Le ballon, la tension avec la Chine, que la Chine ait décidé, que Xi ait décidé de se rapprocher de la Russie. Chacun, il y a beaucoup d'analystes qui ont dit, voilà, la raison, c'est que pour elle, à cause de Taïwan, regardez la déclaration sur le Taïwan. Pour la Chine, la Russie ne peut pas perdre. Il ne faut pas qu'elle perde, parce que si elle perd, je ne peux pas aller à Taïwan. Oui. Si on fait une paix telle que la Russie résiste, moi, je peux y aller aussi à Taïwan. Donc, bref, tout ça a créé une méfiance vis-à-vis des actifs chinois. Et pourtant, aujourd'hui, on a des banques qui peuvent détenir la majorité dans leurs activités en Chine. Il y a beaucoup d'éléments de libération faits par Xi, mais on voit bien que c'est une autre histoire. Et cette méfiance et cette petite graine est très difficile à gérer pour les marchés. Nous, on continue, pas naïvement, mais en tous les cas à court terme. D'accord. Sur cette année. Tactiquement, il y a encore quelque chose à faire. Là, Pareil, on a presque tout perdu. Très clair. Et on reste. Oui. Parce que ça a duré 2-3 mois en fin d'année, octobre, novembre, décembre. On et puis reste à depuis se dire- janvier et février, ça a corrigé. Si vous venez un signal, je ne sais pas, le PE chinois à 12 fois ou autour de 12 fois, etc., pas du tout les sommets qu'on atteint. À partir de là, vous hésitez, vous sortez, mais on est loin encore, donc voilà. Igor, bon, Mais les actions... les investisseurs occidentaux, ou disons du capitalisme anglo-saxon, découvrent que la Chine a son propre point de vue, son propre barycentre, un système politique qui est totalement différent et une vision qui n'a rien à voir avec la façon dont nous fonctionnons. Donc, moi, ça fait 15 ans que je le dis, je suis allé souvent en Chine. On se trompe complètement de la façon dont les Chinois voient, eux, leur développement. Donc, on s'était encore trompé en disant ils vont réouvrir progressivement. Ils n'ont pas du tout réouvert progressivement. Donc, je pense que investir en Chine, c'est déjà accepter le fait qu'on n'y comprenne pas grand-chose. Et qu'on n'a pas les mêmes lunettes, on n'a pas la même façon de voir le monde. Après, c'est un très, très grand pays. Je pense que l'Occident a toujours l'arrogance de vouloir tout prévoir. Et en fait, dans les 3/4 de la planète, ça ne se passe pas comme ça. Les gens ne fonctionnent pas comme nous. Donc, moi, je trouve toujours difficile d'investir dans des pays où il n'y a pas le même cadre de pensée, même pas le cadre juridique. Après, ce sont des pays puissants qui font partie de la chaîne logistique internationale, donc on les regarde. Mais il y a honnêtement, aujourd'hui, il y a tellement à faire en Europe. Alors voilà, moi je voulais plutôt qu'on parle des actions européennes. Est-ce que vous disiez... C'est moins cher. Parce que les secteurs qui sont... Voilà. D'accord. C'est pas encore trop cher, les actions européennes? Non, quand on regarde les PE moyens du stock 600, c'est... Non, mais quand on compare à des rendements obligataires, par exemple... Non, parce que vous avez toujours... Non, pas encore, parce que vous avez toujours beaucoup de dividendes. Il y a beaucoup plus de dividendes distribués en Europe qu'aux États-Unis. Donc la prime de risque action, elle n'est pas totalement consommée. Si les résultats viennent à baisser, à s'écrouler, et les retours sur equity, les retours sur fonds propres et les marges, oui, bien sûr. Mais pour l'instant, c'est pas le scénario, pas le narratif. Et quand on fait l'exercice de ce que versent les entreprises américaines, leur prix par rapport aux fonds propres, notamment, même les taux d'intérêt, la carte, elle est plus favorable pour aller chercher des investissements en Europe qui sont value. Ça fait 3 ans qu'on fait mieux. Oui, 3 ans, mais ça fait 15 ans qu'on était... Ah ben je sais, mais oui, non mais... 15 ans de politique de taux bas qui n'ont d'ailleurs jamais réussi à refaire monter l'inflation. Donc on peut penser que la politique monétaire n'arrivera pas à la faire baisser structurellement, mais ça fait 15 ans que les États-Unis sont portés par la baisse des taux, et là, la hausse des taux, c'est plus favorable à des marchés boursiers qui sont plus value. C'est assez booléen. Donc dans la poche action, c'est toujours là qu'il faut être. Aujourd'hui, les résultats ne nous donnent pas d'indication de ne pas y être. Et après, c'est des secteurs value où il y a du cash, pas de problème de bilan, une bonne empreinte géographique et pouvoir de prix, pas de stock lourd à gérer. C'est ça la clé d'un secteur ou d'une entreprise. Et on voit bien dans le textile, ceux qui disparaissent, c'est ceux qui n'ont pas de pouvoir de prix, pas de marque, beaucoup de stock. Oui, c'est toute une partie de notre histoire qui est générationnelle, qui est balayée effectivement dans l'industrie textile aujourd'hui. Cher, trop cher ou pas encore cher les actions européennes Non, mais je reprends ce que disait Igor tout à l'heure. Sébastien. Non, c'est cher, tout est cher. Moi, je trouve que c'est cher.
c'est que l'Europe, elle bénéficie, je suis d'accord, il y a un écart de valo, surtout si on regarde de façon fondamentale les indices. L'Europe, on a des boîtes plus solides, des boîtes absolument extraordinaires en Europe, qui sont évidemment pas des... Non, c'est des boîtes de croissance. Tant que les gens veulent acheter des sacs de luxe, je pense que c'est... Mais il n'y a pas que ça. T'en fais pas, les banques, les banques sont à plus 25, les banques sont à plus 20. Les banques européennes viennent de très 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 loin. Bah oui. Tout à coup, le monde change. Le monde change pour elles parce que ça y est, quand elles font des prêts, elles gagnent de l'argent. Avant, c'était compliqué. Maintenant, donc non, je trouve qu'il y a des histoires à raconter. Mais si on a raison qu'à un moment donné, l'inflation va commencer à baisser, à force de taper, on décélère. À moins qu'il y ait un phénomène extraordinaire des marges, et les marges, elles peuvent... Un nouveau paradigme. Un nouveau paradigme, où tous les efforts qu'on a fait sur la S'il y a de la désinflation, ça veut dire qu'il y aura une baisse des marges. Tous les efforts. L'Europe s'est construite sur... Il n'y a pas un gars qui est plus fort que les autres, donc il y a de la compétition, les marges doivent baisser. Et donc, je me dis qu'à court terme, c'est trop cher. Maintenant, de parier sur l'Europe, nous, on a une thématique, un de nos gérants, lui, c'est... Francis Bach. Parce qu'on a des choses à faire. Donc, si construire un portefeuille, avoir de l'Europe, nous, bien sûr, on est pour ça. Maintenant, on pense que les indices vont souffrir. Nicolas, pour conclure avec vous, là, on va réenclencher la séquence Banque centrale. Donc, BCE 50 ce mois-ci, sans doute 50 la fois d'après encore, le 4 mai pour la Banque centrale européenne. Ça a l'air bien parti pour. Du côté de la Fed, parce qu'il faut qu'on conclue, est-ce qu'il y aurait des avantages à repasser à 50 dès ce mois-ci ? Ils vont attendre la semaine prochaine, le 8 mars. L'emploi. Donc c'est l'emploi l'américain la semaine prochaine. Journée de la femme, les enfants. Journée des droits internationaux. Les offres d'emploi disponibles le 8 mars. On va avoir le 10, on a les emplois. Ouais, c'est ça. Et la semaine suivante, le CPI, j'imagine. Le CPI le 14, mais là, ils seront en période de blackout pour la Fed elle-même. Mais donc ces trois données-là, ils vont donner la lecture. Mais en gros, soit on a une invalidation des chiffres qu'on a eu au début du mois, ce qui paraît peu probable, ou alors une continuation. Et si on a une continuation des chiffres qu'on a eu au début de janvier, on risque d'avoir une bascule de 25 à 50 et éventuellement d'avoir aussi une modification du taux terminal qui va être anticipée. On attend encore 200 000 créations d'emplois aux États-Unis le mois prochain et Jérôme Powell en plus s'exprimera 2 fois devant les comités et commissions du Congrès, Sénat et Chambre des représentants, comme il le fait tous les 6 mois. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Igor Demac, Vital Épargne, Nicolas Gutzmann, la financière de la Cité, et Sébastien de Paris-Sorvitz, la Banque Postale Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et une fois par mois, le premier vendredi du mois, nous avons rendez-vous avec les équipes de gestion de Clartan Associés pour décrypter un cas d'analyse fondamentale. Le gérant qui est avec nous ce soir, c'est Nikolai Marinov. Bonsoir Nikolai, ravi de vous retrouver. Et le cas d'investissement qu'on va décrypter avec vous, c'est le cas d'une société suédoise qui s'appelle Munters, qui est une small cap suédoise, on va le dire comme ça, et qui travaille dans les systèmes de contrôle de climatisation et de ventilation, notamment à usage industriel. Je vous laisse peut-être nous décrire un peu plus précisément l'histoire et l'activité de cette société, Nicolas. Tout à fait. Donc, il s'agit d'une société suédoise. Donc, c'est une petite capitalisation. La capitalisation est de 1,6 milliard d'euros. L'année dernière, ils ont réalisé un petit milliard de chiffre d'affaires en euros. Et c'est une société donc, qui est un peu connue en bourse, puisqu'ils sont en train de vivre leur deuxième vie boursière, puisqu'ils se sont réintroduits à la bourse de Stockholm en 2017, après un passage sous capitaux privés. Et pourtant, c'est une entreprise ancienne, puisqu'elle a été créée en 1955 par le créateur éponyme Carl Munters, qui était un ingénieur du génie. Il avait plus de 1000 brevets à son nom. Et le début de Munters, c'était un procédé qu'il avait inventé de déshumidification par l'évaporation d'eau et qui était destiné aux industriels. C'est aussi la particularité de Munters, parce que quand on pense climatisation, on pense à la climatisation au bureau, à l'habitat, mais ce n'est pas du tout le marché auquel il s'adresse.
Leurs produits sont plus sophistiqués puisqu'il s'agit non seulement de contrôler la température, mais aussi l'humidité, donc l'ensemble des conditions climatiques. Donc il s'agit de produits qui sont de critiques pour les clients. Bien sûr. Et qui sont fabriqués sur mesure. Donc pour vous donner un ordre d'idée, leur marché adressable dans lequel ils sont leaders mondiaux, il pèse 5 milliards d'euros, alors que le marché mondial de la climatisation, il est à 200 milliards. Donc c'est vraiment une niche à laquelle ils s'adressent. Et parmi leurs clients, on va retrouver notamment l'industrie agroalimentaire, où l'enjeu pour les fabricants est d'éviter la formation d'humidité excessive qui peut amener à des contaminations. L'industrie pharmaceutique, où il faut maintenir une humidité constante. L'industrie de fabrication des batteries lithium, donc qui représentait l'année dernière 20% de la prise des commandes. Où là, l'enjeu, c'est que les batteries lithium sont produites dans des pièces dites ultra sèches, où l'humidité n'est pas tolérée puisque le lithium s'enflamme. Et on va retrouver parmi leurs clients aussi les élevages, qui représentent 20% des revenus. Donc, ils sont présents dans les élevages de bétail, notamment volailles et porcs. Et au niveau géographique, il y a une très forte exposition aux États-Unis, la moitié des revenus, et après on a 27% en Europe et 20% en Chine. Comme souvent, ces sociétés nordiques sont des sociétés globales, avant tout, y compris quand ce sont des entreprises de taille moyenne ou intermédiaire. Nicolas, on comprend bien, donc c'est pas la climatisation de confort à la maison, on parle bien de systèmes critiques pour des opérateurs industriels dans les différents secteurs que vous avez pu citer. Sur ce marché qui pèse 5 milliards, quels sont les moteur de croissance de cette entreprise et les avantages compétitifs qu'elle peut avoir dans la niche qu'elle exploite? Oui, les moteurs de croissance sont nombreux. Tout d'abord, la recherche d'efficacité énergétique, parce que la réduction de l'empreinte énergétique au nom de la soutenabilité et encore plus dans un contexte de crise énergétique est un enjeu pour les industriels qui doivent contrôler les conditions climatiques de manière toujours plus minutieuse et consommer moins d'énergie. L'utilisation des données est un autre moteur de croissance pour le segment data center dans lequel Munters est très présent. Donc les data centers requièrent de refroidissement. L'essor des véhicules électriques avec les batteries lithium, bien entendu. La recherche de qualité... On parle à chaque fois là de méga trend. Enfin, je veux dire, derrière les data centers, bien sûr, c'est le numérique, le digital. La nouvelle mobilité, c'est l'électrification des véhicules. L'efficience énergétique, c'est un sujet plus que jamais permanent pour tout le monde. Enfin, on est vraiment sur des tendances lourdes de ce point de vue-là. Tout à fait. Et je rajouterai la recherche de qualité dans l'agroalimentaire, puisque... les consommateurs s'attendent à une meilleure qualité et surtout on cherche à rallonger la durée de conservation des produits. Pour les élevages, ça sera plutôt la régulation contraignante et là aussi les consommateurs s'attendent à des élevages qui respectent des qualités, oui, bien sûr. Et l'avantage compétitif de Munters provient notamment de sa capacité d'innovation qu'ils ont démontré au fil des années. Si je peux donner quelques exemples d'innovations majeures ces derniers temps, dans les élevages, ils ont rajouté à leur offre de ventilation des logiciels qui permettent aux éleveurs de suivre en temps réel des différents paramètres environnementaux, mais aussi de prévoir la consommation de fourrage. Et notamment leur technologie dernier cri de 2021 qui était le système baptisé SciCool à destination des data centers, qui a la particularité donc d'être actuellement sur le marché la solution la plus avec l'efficacité thermique la plus élevée, et qui n'utilise pas d'eau à la différence des générations précédentes des produits de Munters. Il n'y a pas d'utilisation d'eau et pour les entreprises, la consommation d'eau est une métrique clé de la performance ESG.
qu'est-ce qu'on peut dire à travers ces avantages compétitifs, ces moteurs de croissance qui reposent sur des tendances de long terme? Qu'est-ce qu'on peut dire de la croissance que cette entreprise a pu réaliser là, à travers les années un peu bizarres qu'on connaît en ce moment? Qu'est-ce qu'on peut dire du carnet de commandes de cette entreprise aujourd'hui, Nicolas? L'année 2022 a été une année de très forte dynamique commerciale pour Munters, grâce à ces innovations que je viens d'évoquer, notamment dans les data centers, puisque le carnet la prise de commande de Munters l'année dernière a doublé par rapport à 2021, et notamment dans les data centers, il a été multiplié par 6, notamment grâce à 2 commandes géantes, les plus grosses commandes dans l'histoire du Munters, qui étaient pour des clients américains. Et le reste des activités industrielles a connu une prise de commande qui a cru de 44%. Et là-dessus, c'est le segment des batteries qui a été très dynamique. Pour l'élevage, en revanche, donc, qui représente 20% des revenus, la situation est plus mitigée, puisqu'en dehors des États-Unis où le marché est plutôt stable, le reste est à tombe, puisqu'en Europe, les éleveurs ont moins de capacité d'investir à cause de l'inflation. Et en Asie, notamment en Chine, il y a la grippe porcine qui continue de sévir. Mais au niveau groupe, la dynamique a été très très forte. Comment l'entreprise réfléchit au moyen terme dans ses plans stratégiques? Est-ce qu'ils sont satisfaits du périmètre aujourd'hui, des différents secteurs qu'ils adressent? Est-ce qu'il y a des ambitions supplémentaires par rapport à l'existant, à ce qui est déjà réalisé par Munters aujourd'hui, Nicolas? Oui, ce qui a été un facteur ce qui a amené à la performance boursière du titre l'année dernière, c'était que la société a révisé à la hausse ses prévisions de croissance à moyen terme grâce à ses commandes historiques. Oui. Et donc, avant, ils étaient dans une logique de dire aux investisseurs on va croître de 5% par an de manière organique, c'est-à-dire en dehors des acquisitions. Là, ils sont plutôt ils ont révisé à la hausse cette perspective à 10% par an. Wow. Et ils visent toujours à moyen terme une marge d'exploitation de 14% contre 10% aujourd'hui. Et donc, nous, chez Clartan, c'est une position importante pour notre fonds Clartan Ethos. Et nous considérons qu'avec un potentiel de croissance bénéficiaire de 15% par an, il y a un potentiel d'appréciation qui reste significatif. On parle d'un re-rating de l'entreprise, c'est-à-dire c'est une entreprise en bourse qui est en train de changer de statut, de profil boursier, Nicolas, c'est ça qui vous intéresse? Oui, tout à fait. Ça peut se payer plus cher que ça se paye aujourd'hui? Oui, tout à fait. Le marché valorise actuellement la société à 19 fois les résultats, mais il y a surtout le profil de croissance qui s'est nettement amélioré depuis que nous avons introduit cette société en portefeuille il y a 1 an et demi. C'est vrai que depuis cette prise de commande a été un game changer. Oui, ça fait basculer le profil de l'entreprise dans une histoire différente. Oui, c'est un bon. C'est comme ça qu'on peut le dire. Merci beaucoup, Nicolas, d'être venu nous parler de cette société que je ne connaissais pas. Peu, sans doute, d'entre vous la connaissaient. On est dans le monde du B2B, évidemment. Société suédoise, cotée à la bourse de Stockholm. Munters, dont vous nous avez parlé. Merci beaucoup, Nicolas. Nicolas Marinov, qui était avec nous en plateau. Gérant chez Clartan Associés, avec ce rendez-vous mensuel, le premier vendredi de chaque mois à 17h45, pour ce décryptage d'un cas d'investissement fondamental. Voilà donc pour cette édition de Smart Bourse qui nous permet de clôturer cette semaine. Une semaine, je le rappelle, qui aura été positive pour les actions européennes avec un CAC 40 toujours proche de ses sommets historiques. Très bon week-end. On se retrouve lundi à 12h30 en direct sur Bismart. Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.